Bienvenue dans Well Done. Nous avons le privilège d'accueillir Sarah Baruch aujourd'hui, écrivaine et militante engagée contre les violences conjugales. En 2023, elle a publié 125 et des milliers, sorti aux éditions HarperCollins, une œuvre poignante qui met en lumière le parcours de 125 victimes de féminicide à travers le témoignage de 125 personnalités. Sarah est également intervenue dans le documentaire Vivante de Claire Lajeunie, dans lequel elle raconte son propre combat en tant que femme victime de violences conjugales. Vous vous demandez sans doute le rapport avec le monde de l'entreprise et l'environnement de travail. Eh bien, quand on sait que 62% des plaignantes pour violences conjugales sont salariées, il est devenu primordial que l'entreprise intervienne et protège ses collaboratrices. Sarah sensibilise et intervient donc dans les entreprises pour aborder les violences faites aux femmes et leur impact dans le monde du travail. Elle a notamment formé et sensibilisé le groupe AXA sur les violences domestiques et elle travaille sur un projet de label RSE qui s'appelle Safe Place, dédié à la protection des victimes de violences conjugales en entreprise. Alors comment les entreprises peuvent mieux soutenir leurs salariés victimes et comment construire des environnements de travail plus inclusifs et sécurisants? C'est ce dont on va parler tout de suite avec Sarah Baruch. Bonjour Sarah. Bonjour Claire. Bienvenue. Alors, vous avez été vous-même victime de violences conjugales il y a quelques années, d'où votre combat pour cette cause aujourd'hui et ce pourquoi vous êtes là. Quel a été le déclencheur de votre engagement dans le milieu professionnel ? Déjà, ça a été mon propre vécu, puisque pendant des années, j'ai été salariée, en fait, durant le moment où ma vie n'était pas très agréable. Et je pense que malgré moi, j'envoyais des appels au secours et que personne ne savait trop comment réagir. Et d'ailleurs, lorsque le livre 125 et des milliers sur les féminicides est sorti, lors de ma première signature, j'ai eu une ancienne collègue qui est venue et qui m'a dit « J'en étais sûre, je suis désolée ». Et je me suis intéressée à ce sujet parce que, en fait, lorsque j'étais au travail, j'avais l'impression que c'était une sorte de bulle. Alors, évidemment, il y avait toujours une sorte de fil élastique qui me ramenait vers celui qui est devenu le père de ma fille, parce que je devais toujours être joignable, parce que je ne devais pas déjeuner avec des collègues, parce qu'il y avait plein de petits interdits comme ça, enfin, même des gros interdits. Cela dit, il n'était pas présent sur mon lieu de travail. Il n'était pas derrière mon ordinateur de travail, il ne savait pas ce que je disais toute la journée, les personnes avec qui je parlais. Donc, j'avais comme ça cette impression qu'il y avait une sorte de petite bulle dans cet espace-là qui m'appartenait à moi. Et puis, à force d'enquêter sur les violences conjugales, je me suis rendu compte que l'idée reçue que j'avais sur qui étaient les victimes de violences était totalement fausse. Et c'était d'ailleurs le point de départ de mon travail, de comprendre pourquoi j'étais passée à côté. Parce que j'étais pas le stéréotype que je m'étais imaginé. Et en fait, j'ai découvert en lisant nombre d'études françaises et étrangères que la femme victime, recluse dans un coin, qui ne travaille pas, c'est absolument pas la majorité des victimes de violences conjugales. Que selon l'étude FAS, 62% des femmes qui portent plainte pour violences conjugales sont salariées. C'est-à-dire que si on isole de cette statistique celles qui sont encore étudiantes et celles qui sont retraitées, on se rend compte que presque 75% des victimes de violences conjugales sont dans l'entreprise, où elles passent les 2/3 de leur temps et où en grande majorité, elles ne sont pas sous la surveillance de leur agresseur de manière directe. C'est assez rare d'être non seulement victime de violences conjugales, mais en plus d'être mariée à son supérieur direct et de passer toutes ses journées avec. Donc voilà, on va dire que c'est une minorité des cas. Et donc je me suis dit, en fait, c'est là qu'il faut faire de la prévention. Au début, c'est parti d'une idée de prévention. Parce que la meilleure campagne du monde, s'il s'agit d'une affiche qui est placardée dans les commissariats ou les associations où les victimes ne vont pas, ou alors quand elles vont, alors qu'il est déjà trop tard, ça ne sert à rien. Si c'est un spot publicitaire qui est diffusé à 20h quand vous êtes assis à côté de votre agresseur et qu'en plus ça va déclencher une dispute du style « Ah ben j'espère que tu fais pas partie de toutes ces connasses », enfin, je vous parle un peu de vécu, en fait ça ne sert à rien non plus, voire c'est pire. Donc il faut développer ce qu'on appelle l'aller vers, c'est-à-dire ne pas obliger les victimes à être elles-mêmes actrices de la prévention, mais faire en sorte que la prévention vienne à elles, à un moment où elles sont réceptives, où elles ne sont pas surveillées. Et bien ça se passe en grande majorité au travail.
Très bien. Alors, comment réagissent ces entreprises lorsque vous leur proposez des formations, est-ce que vous donnez des formations pour sensibiliser ou des initiatives pour intégrer cette problématique dans la culture d'entreprise? Je ne vais pas vous cacher que les premières fois, ça a été compliqué, puisque nombre d'entreprises considèrent que les violences de l'intime font partie de la sphère privée. Et que du coup, l'entreprise n'a pas du tout sa place en tant que sphère professionnelle. Ça prend généralement 1 à 2 mois pour les convaincre du contraire. Et puis surtout, elles sont généralement totalement sidérées de voir ce qui se passe parmi leurs effectifs. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ça se passe ailleurs, les violences conjugales. Oui, puis vous parlez justement de stéréotypes au début. Quel est le stéréotype qu'on se fait justement au départ de ces femmes qui se... Exactement, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que non, c'est ma collègue, celle qui est là. Et puis surtout, déjà, on ne laisse pas cette problématique à l'extérieur du travail. On l'emporte avec soi, mais c'est comme toutes les questions du care, en fait. Jusqu'où l'entreprise doit investir la vie de ses collaboratrices et collaborateurs. Et ce que je trouve intéressant, et c'est un peu grâce à ça que j'arrive à les convaincre, même si c'est un peu cynique, les violences conjugales ont un impact direct sur la productivité et sur les risques. Toujours dans cette même étude, parce qu'il y en a très très peu qui s'intéressent à ce sujet pour l'instant, et le chiffre est semblable dans toute l'Europe, uniquement à travers la mesure de 2 indices, qui sont les absences ponctuelles et les coûts de licenciement. Les violences conjugales impactent les entreprises à hauteur de 2% de leur PIB, c'est-à-dire 58 milliards en Europe. C'est énorme. Et ça ne prend pas en compte le développement de maladies longue durée, la formation des nouveaux collaborateurs après un licenciement et plein d'autres frais annexes comme des frais juridiques, etc., etc. Uniquement à travers 2 facteurs, on arrive quand même à 2% du PIB. Donc finalement, on se rend compte que traiter ces questions est essentiel finalement quelque part à la productivité, à la rentabilité de l'entreprise, et c'est le sens même de la RSE. C'est-à-dire que moi, dans une vie préalable, j'ai été experte RSE, et la base de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est d'évaluer les risques. À partir de quand un risque immatériel devient matériel. Et en l'occurrence, les violences conjugales représentent un risque à beaucoup de niveaux, qu'il s'agisse du risque de productivité, de cohésion des équipes, qu'il s'agisse du risque économique, parce que, encore une fois, tout cela engendre des coûts, mais il y a même une question de risque juridique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être attaqué s'il y a un cas de féminicide au sein de vos équipes en tant qu'entreprise, mais des collaborateurs qui auraient pu se rendre compte de quelque chose peuvent être accusés et convoqués par la police pour non-assistance à personne en danger. Et si rien n'avait été mis en place par l'entreprise, ils peuvent, par effet de ricochet, se retourner contre l'entreprise. Et puis il y a toutes les questions de risque réputationnel. Si vous êtes une entreprise qui affiche un engagement en faveur de la diversité et puis que parmi vos effectifs, il y a une tête d'affiche qui est accusée dans des affaires de maltraitance, de harcèlement, de viol, etc., c'est un problème pour vous, et surtout, vous ne pouvez rien faire si ce n'est pas inscrit dans une charte RSE. Donc c'est très important, au contraire, de s'intéresser à ces sujets. Alors justement, comment les DRH, en l'occurrence, là on parle des DRH, mais comment on peut repérer en entreprise les signes de violence conjugale chez les salariés? Alors, il y a effectivement ce qu'on appelle les signaux forts, qui vont être des traces physiques, mais qui sont en réalité la minorité dans l'ensemble des violences. Les associations qui luttent contre les féminicides sur le terrain estiment que dans 60% des cas de féminicide, c'est-à-dire quand la femme finit par mourir de ces violences conjugales, dans 60% des cas, la mort est survenue au premier coup. C'est-à-dire que la grande majorité des violences conjugales, c'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif, qui englobe les violences psychologiques, les violences matérielles, les violences sexuelles, bref, tout ce qui va relier une victime de manière invisible à son agresseur. Donc, ça va être du harcèlement, ça va être des menaces, ça va être d'être suivi, ça va être des grosses colères, des insultes qui vous sidèrent et qui font que par la suite, vous avez tellement peur de la dispute que vous finissez par vous auto-limiter. Ça, c'est la grande majorité. Donc ça ne se voit pas. Donc ça ne se voit pas. En revanche, ça a un impact sur le comportement.
Parce qu'effectivement, quelqu'un qui ne va jamais se rendre à des séminaires, qui ne va jamais se rendre au dîner ou au déjeuner d'équipe, qui ne va jamais pouvoir faire des déplacements de manière prolongée, voire même pas de déplacement du tout, qui va changer d'habitude vestimentaire, d'habitude alimentaire, qui va perdre du poids beaucoup, ou prendre du poids beaucoup, en fait, qui va arrêter de se maquiller, qui va du jour au lendemain arrêter de mettre des talons, ou qui va passer un maximum de temps au bureau sans qu'on comprenne pourquoi, parce qu'elle n'a pas nécessairement une tâche qui implique de passer autant de temps, ou au contraire, quelqu'un qui va s'absenter de plus en plus et qui va jamais partager vraiment ce qui se passe chez elle. Voilà, vous allez partager des photos de vacances et puis elle a pas grand-chose à partager. On a l'impression qu'elle est très cachotière, voire méprisante. En fait, généralement, on a des alertes. Mais on est une société où on n'est pas toujours sûr de notre instinct et on va plutôt mettre ça sur le compte de « elle s'en fiche ». On n'est pas à l'aise aussi. On n'est pas à l'aise. Pas demander parce voilà. qu'on se dit qu'on est trop intrusif. Exactement. Alors qu'en réalité, on passe à côté d'une main qui pourrait être tendue. Donc voilà, c'est l'ensemble en fait de ces signaux qui, mis bout à bout, constituent une constellation de signaux faibles qui doivent alerter. Est-ce que les entreprises, bon, vous allez me dire oui, mais de manière générale, de plus en plus d'entreprises sont-elles prêtes, en tout cas au-delà de la sensibilisation, à mettre en place des dispositifs concrets de soutien pour les salariés qui sont victimes de violences conjugales ? Je dirais que c'est pas si simple parce que à chaque fois que j'interviens en entreprise, elles sont très motivées à l'idée de faire quelque chose après avoir vu finalement certaines collaboratrices venir me voir à la fin en pleurs, en se rendant compte que sont complètement passées à côté. Mais en tout cas, au début, lorsque j'ai commencé à intervenir en entreprise, elles ne savaient pas forcément quelle était leur place. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis intéressée à cette question et que j'ai créé un label RSE qui s'appelle le label Safe Place pour aider les entreprises à agir en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que je ne leur demande pas de devenir des assistantes sociales, que toutes les DRH deviennent médecins du travail. Ce n'est pas l'objectif. Une entreprise, elle doit avoir des clés pour agir selon son spectre et pas plus. Mais c'est déjà énorme parce qu'en réalité, les entreprises sont là où l'État et le reste de la société ne sont pas. Et donc, elles ont un rôle unique. Et dans ce label Safe Place, il s'adresse au départ et en premier aux collaboratrices et collaborateurs à travers une quarantaine d'actions très pragmatiques que j'ai listées et que je propose aux entreprises. Alors, je ne leur dis pas de faire les 40 d'un coup, je leur demande d'en faire 3 la première année et d'en rajouter une les années suivantes. Mais je vais vous donner des exemples assez simples. Autoriser une ou un, d'ailleurs, salarié à aller porter plainte sur le temps de travail. Parce que quand on subit des violences chez soi, on n'a jamais 3 heures le samedi après-midi pour aller au commissariat. C'est impossible en fait dans le quotidien des violences. Alors que si on a l'excuse d'être au travail et d'être potentiellement dans une réunion où ça ne capte pas, ça va être compliqué, mais on a une excuse, on a un alibi. Il pourrait peut-être même y avoir une mise à disposition d'une salle où on peut s'isoler et aller porter plainte tranquillement en ligne. Ça fait partie des mesures, en tout cas de faire la pré-plainte en ligne et de pouvoir ensuite aller de manière plus rapide au commissariat. Ne plus verser de salaire sur des comptes joints. Normalement, on n'est plus censé le faire, sauf qu'il y a encore plein d'entreprises qui le font et une personne qui va être en train d'essayer de mettre de l'argent de côté pour aller ne serait-ce que consulter un avocat sur ses droits, ne pourra pas le faire si le salaire est sur un compte qui est observé par son agresseur. Donc voilà, il y en a 40, là je vous en donne 2, mais l'idée c'est de proposer des choses qui ne coûtent quasiment rien aux entreprises, qui sont du bon sens en fait, mais pour des personnes qui connaissent les difficultés des victimes. Et donc l'idée, voilà, c'est de leur dire, tout ça vous pouvez le faire, ça vous prend 1 jour, 2, grand max à mettre en place et à tenir les personnes informées que ça existe, et en fait ça peut sauver des vies. Alors, tout comme les bureaux du cœur, est-ce qu'il y a aussi un projet qui permettrait à des victimes salariées de loger dans des bureaux vacants le soir, le week-end, pour être dans un environnement safe, protégé, sécurisé? Je sais que les bureaux du cœur, ils le font avec les sans domicile fixe,
Il y a beaucoup d'entreprises du coup qui se sont mises à collaborer avec les Bureaux du Cœur pour mettre à disposition leurs locaux pour ces sans domicile fixe, mais ça peut être mis en place pour les femmes violentées. Tout à fait. Alors, il y a des initiatives, mais c'est pas un élan, je dirais, national. Il y a des entreprises, en fait, qui font cela. Mais moi, je leur conseille davantage d'aider les personnes à s'aider elles-mêmes, dans la mesure où ça implique, en fait, si on n'a pas une vraie possibilité d'informer les victimes, ça peut les exposer à des risques. Par exemple, en fait, si vous permettez à une personne de loger avec ses enfants alors qu'elle vient de s'enfuir, si vous ne l'aidez pas à aller porter plainte, ça peut se retourner contre elle pour la garde de ses enfants ensuite, parce qu'il faut pas forcément porter plainte tout de suite, mais en tout cas déposer une main courante pour signaler le départ du domicile. En fait, il y a plein de petits réflexes qui ne sont pas du tout insurmontables, oui, mais qu'il faut absolument communiquer aux personnes concernées. Comme par exemple aussi d'aller vérifier qu'il n'y a pas de traceur dans la voiture ou sur le téléphone portable. C'est partout, dans tous les garages et tous les magasins de téléphonie que ça peut être fait. Mais pour des questions de sécurité, il faut le faire. Donc voilà. Moi, je préfère que les entreprises permettent d'obtenir 3 jours pour un déménagement, permettent de financer une caution, permettent de financer un déménagement, mais surtout qu'elles permettent la bonne information des personnes concernées. Mais si on fait tout ça, ça peut être une solution. Ah ben c'est la solution. Et il y a des entreprises qui le font. Tout à fait. Ah, très bien. Non, je me suis dit peut-être que je lance une idée aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, donc c'est bien qu'on en parle. Et je trouve que ça peut d'autant plus être une démarche RSE, puisque la base des démarches RSE, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes. Et moi, c'est une suggestion que j'ai commencé à faire, mais on va y arriver, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles réagissent un peu en vase clos, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant de réagir en termes de territoire. Par exemple, je prends l'exemple de Boulogne-Billancourt. Il y a beaucoup d'entreprises implantées autour de la station de métro Marcel Samba en Île-de-France. C'est beaucoup plus intéressant de faire en sorte que toutes les entreprises de la même localité aient une chambre ou un appartement disponible, qu'elle cofinancerait quelque part en payant ensemble un loyer, plutôt que de dire telle entreprise qui est partout en France ait un loyer. Vous voyez ce que j'ai un logement, parce qu'une femme qui habite dans le nord de la France, elle ne va pas forcément être intéressée à l'idée de déménager là où se trouve le siège social. Alors que c'est beaucoup plus intéressant de partager finalement en localité, donc avec l'ensemble des parties prenantes, un hébergement d'urgence. Très bonne idée. Très bien. Ça, c'est aussi pour les directeurs IMO qui nous écoutent. Donc, finalement, quel rôle, on en a un peu parlé, mais si on devait donner d'autres exemples, quel rôle les responsables immobiliers et les DET peuvent-ils jouer dans l'adaptation des espaces de travail pour protéger les victimes? Là, on a donné une idée pour les directeurs IMO. Les directeurs environnement de travail, ça peut être une salle pour s'isoler, effectivement, pour pouvoir porter plainte en ligne. Est-ce que vous avez d'autres idées? Eh bien, je dirais déjà des endroits qui permettent la confidentialité et le dialogue. Aujourd'hui, on est dans une rentabilité de chaque mètre carré dans les entreprises. Et l'endroit de la machine à café, comme on a tendance à le dire, c'est au contraire l'endroit où tout le monde passe. Donc, c'est compliqué. Je dirais des endroits où réellement faire de la prévention. Parce que, et puis on peut imaginer cela comme des endroits matériels, mais aussi immatériels. Par exemple, moi je propose systématiquement aux entreprises de faire un hub de contenu qui soit visible. Alors, ça peut être, on peut aussi l'afficher dans les entreprises, mais souvent avec, je dirais, aujourd'hui, une personne, elle restera rarement plus de 18 mois au sein d'une même entreprise. Donc, les DRH ou les communicants qui se chargent de la communication interne ont l'impression que parce qu'ils ont fait une conférence, ça y est, tout le monde est autorisé. Sauf qu'un an et demi plus tard, si vous ne recommencez pas, plus personne ne l'est en fait. Donc, il faut imaginer des contenus facilement accessibles de manière matérielle et immatérielle. Et puis, essayer de surfer sur ces endroits qui sont entre l'intimité et le professionnel. Et par exemple, parmi les 40 actions que je propose dans le label, il y a le fait d'afficher le QR code du test « Suis-je victime de violence ?» que j'ai créé et qui est reconnu par l'Ordre des médecins et par tout un tas d'associations dans les toilettes. Parce que quand vous êtes aux toilettes, c'est pas parce que vous êtes sur votre lieu de travail que vous n'avez pas ces petits moments d'intimité. Donc, c'est une manière d'être isolé tout en étant sur le lieu de travail. Et je pense que c'est important que l'entreprise puisse admettre qu'on a ces moments isolés, même
un endroit où on se doit d'être efficace et de travailler. Merci beaucoup, Sarah Baruch. J'ai été ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Ben, moi aussi, Claire, merci. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos collègues, soyez attentifs, restez à l'écoute.